ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts du Maroc, M. Akhnouch, qui depuis 2007 pilote avec brio le développement du secteur au Maroc et avec aussi une coopération importante avec l'Afrique. Je peux dire qu'il a la paternité du plan Maroc Vert qui est extrêmement connu et aujourd'hui de la génération Green. Bienvenue, Monsieur le ministre, ça fait plaisir de vous revoir. Merci, merci. On a aussi Monsieur Gabriel Bayrobé, donc ministre de l'Agriculture de la République du Cameroun, de l'Agriculture et du Développement rural. Monsieur Bayrobé aussi comme les différents acteurs de ce panel est dans le secteur depuis très longtemps. D'abord à travers le coton, donc Madame Sako c'était le cacao, lui c'est le coton. Et le coton l'a même amené à être à la tête d'un club de foot qui s'appelle Coton Sport, que je connais bien d'ailleurs. Donc, Monsieur le ministre, bienvenue à cette table ronde. Comme on dit, on devait être chez vous physiquement, on l'est virtuellement. Donc, bienvenue chez vous à ce Africa Agri-Forum. Donc, pour animer cette table ronde, je vous propose une démarche que l'on a échangée avec un mot introductif pour planter le décor sur la sécurité alimentaire, quelle politique agricole pour l'Afrique de demain. Je vais demander à Madame Josepha Sako, à qui Seigneur tout honneur. D'abord, c'est l'Union africaine, donc elle est la commissaire chargée de l'agriculture, de l'économie bleue, entre autres, et de l'environnement. Madame Sako, on a beaucoup échangé ces derniers mois sur ce sujet qui est extrêmement important dans toutes les régions du continent. Aujourd'hui, on en parle encore et quels seraient vos points de vue pour introduire cette session sur les politiques que l'Afrique devrait mettre en place pour assurer cette sécurité alimentaire et à travers le prisme de l'Union africaine. Bonsoir à tous les participants et les collègues du panel. Merci beaucoup, monsieur le modérateur Abou Diop. Encore une fois, c'est un plaisir d'être dans un panel où vous modérez avec ce thème qui est tellement important et nous sommes tous préoccupés. Quelles sont les politiques agricoles pour l'Afrique de demain? Et comme vous l'avez bien dit, l'Union africaine, c'est l'organisation en tête pour chapeauter vraiment le leadership de la transformation de l'agriculture pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cet important débat et qui est de haut niveau. Je voulais reconnaître la présence de mon frère, son Excellence Gabriel Mbaye-Robé, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République du Cameroun. J'étais déjà prête de me diriger vers le Cameroun pour la réunion qu'on avait programmée, mais hélas, la pandémie ne nous a pas laissés. Je voulais aussi, je ne sais pas si son Excellence, le ministre Biendi Manganga Moussabou, qui est censé être programmé, s'il est déjà connecté, s'il est là, je voulais aussi saluer le ministre Biendi Manganga du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation de la République du Gabon. Je reconnais aussi son Excellence, Monsieur le ministre Aziz Akhnouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts du Royaume du Maroc. Cher ami Akhnouch, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mesdames et messieurs, et tout protocole dignement observé, et je vois que nous avons une participation de 150 participants. C'est très important parce que l'agriculture, c'est le moteur de la transformation socio-économique de notre continent. Donc, sur ce, je vais quand même essayer de changer quels sont les aspects clés de nos politiques continentales au niveau de l'Union africaine. C'est un plaisir de participer à l'Afrique Agri-Forum dédié à la sécurité alimentaire.
et dont le thème « Quelle politique agricole pour l'Afrique de demain ?» Dans le cadre de notre rôle comme Commission de l'Union africaine, facilitatrice, comme je l'ai dit, de la mise en œuvre des décisions et politiques de chefs d'État et du gouvernement de notre Union en cette matière. Parce que les décisions sont prises, mais il faut opérationnaliser ces décisions. Nous saluons cette initiative de placer au centre du débat les discussions sur le genre de politique agricole pour l'avenir de l'Afrique au moment où notre continent se prépare pour participer au sommet des Nations Unies sur le système alimentaire d'un côté et de l'autre, l'on se prépare pour le débat interne sur la phase post-COVID-19. Nous pensons que l'horizon pour ce débat, c'est de discuter à propos des instruments politiques pouvant permettre que demain, nos agriculteurs fassent de leur métier une activité qui génère du bien-être en zone rurale, répondent aux défis de l'emploi et contribuent aux atteintes de nos concitoyens en matière de bien-être et de l'indépendance économique au niveau national. L'Afrique de demain ne sera plus le pétrole, on le sait, ou autres ressources non renouvelables, mais c'est l'agriculture. C'est ce secteur vital pour qui doit devenir le levier de la transformation économique du continent, dont sa politique doit être avant tout un New Deal, the New Modern, comme on dit, la post-Covid, après la pandémie, pour favoriser son financement, faciliter sa croissance inclusive par l'innovation et le StarNet, surtout avec le changement climatique. Parler de la nature de politique agricole pour l'Afrique de demain, c'est aussi s'appuyer sur les airs et le malheur du secteur agricole depuis plusieurs décennies, en vue de mieux prendre en compte les chances offertes par nos écosystèmes diversifiés. La faible occupation de nos territoires, la demande alimentaire continentale croissante et la construction de la résilience face aux crises diverses pour s'affranchir de l'insécurité alimentaire qui mine notre souveraineté alimentaire au regard de leçons apprises par la COVID-19. Monsieur le ministre, Messieurs les modérateurs, Mesdames et Messieurs, l'Afrique comptera plus de 2 milliards d'habitants en 2050, en majorité de femmes et de jeunes. C'est pour cela que les politiques agricoles de l'Afrique de demain devront aussi répondre aux enjeux de nourriture et enrichir les Africains et préserver les ressources pour les générations futures. Pour nous, le grand défi dans ce débat en Union africaine, c'est celui de choisir des politiques agricoles qui mettent le processus de transformation de cette agriculture parmi les priorités continentales pour l'éradication de la pauvreté et de la faim et la dynamisation du commerce intra-africain avec la ZLECAf et la promotion des investissements, l'industrialisation rapide, le programme AgroParc commun pour l'Afrique CAP, pour faciliter le méga corridor industriel transfrontalière et transnationale pour la production alimentaire et les livres-échanges de produits agricoles et l'appui de la ZLECA. Vous savez que la ZLECA, c'est notre zone de livre-échange qui est rentrée en vigueur à partir du 1er janvier dans notre continent. Donc, il faut vraiment avoir des initiatives pour qu'on puisse commencer à faire notre commerce dans cette zone de la ZLECA. Et la diversification économique de gestion durable de nos ressources
et de l'environnement et la création d'emplois, la sécurité et la prospérité partagée. Ceci devant avoir comme socle la mise en œuvre à la lettre par les États membres de la Déclaration de Malabo de 2014, de l'agenda 2063 et des conclusions attendues du sommet des Nations Unies sur le système alimentaire de l'agenda 2030, car le continent dispose d'un immense potentiel qui devra lui permettre non seulement de se nourrir, mais aussi d'éliminer la faim et l'insécurité alimentaire et par surcroît devenir un acteur majeur de marchés internationaux. Nous avons le café cacao, nous avons le coton, nous avons beaucoup de produits, de commodities que nous pouvons exploiter pour notre exportation au lieu que nous soyons des importateurs. Donc, on n'a pas à inventer la roue. Hein? On n'a que dessiner et ou renforcer des politiques agricoles ici, des recommandations et des leçons à tirer de différents revues biennales de la mise en œuvre de notre programme phare, le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, le PDDA, avec ces 7 engagements sur les priorités spécifiques et concrètes. Ce programme, qui en est le moteur de la grande politique commune agricole, du processus de notre révolution agricole continentale, passe par l'augmentation des investissements agricoles, le développement de l'entrepreneuriat et les investissements dans les filières agroalimentaires, l'amélioration de marchés agricoles nationaux et régionaux, la promotion de la recherche agronomique, la vulgarisation et l'extension rurale appropriée et les progrès de la gestion durable de nos ressources naturelles. Monsieur le ministre, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, malheureusement, les 2 dernières revues biennales ont démontré que le continent n'est pas en track sur un ensemble des engagements relatifs à la mise en œuvre de la déclaration de Malabo. Donc, les États membres ont des difficultés à mettre en pratique leurs propres décisions malgré les efforts de la Commission de l'Union africaine en facilitant le processus de domestication de la déclaration de Malabo dans leurs plans nationaux des investissements agricoles. On estime que si depuis la déclaration de Maputo, les États parvenaient à allouer les 10% de leurs budgets nationaux à l'agriculture, le processus de transformation du secteur agricole serait en train de conduire l'avant-scène d'autres secteurs économiques comme l'industrie, les infrastructures et les services, etc. Donc, pour l'Afrique de demain, il nous faut des politiques devant mettre à profit l'énorme potentiel du continent, dont nos terres cultivables, nos eaux et nos océans, notre population jeune, nos savoir-faire ancestraux, et maintenant, avec le processus de l'intégration régionale, notre ZLECA, qui sera aux 1,3 milliard d'âmes que nous représentons dans le continent. En plus, la nature de ces politiques agricoles doit tenir compte aussi de l'intégration et le renforcement du rôle des femmes dans la révolution agricole africaine, car l'agriculture et l'agroalimentaire ouvrent aussi les possibilités à des millions de nos jeunes qui entrent sur le marché du travail régulièrement. C'est ainsi que nous plaidons en faveur d'une harmonisation de ces politiques avec celles de communautés économiques régionales, surtout avec la création de la Continental Agribusiness Apex Chamber en tant qu'organisme panafricain pour stimuler la mobilisation de partenaires agro-industriels du secteur privé vers l'augmentation des investissements
dans le chaîne de valeur agricole sur le continent, en vue de dynamiser la ZLECA et les filières agroalimentaires régionales. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le modérateur, Mesdames et Messieurs, l'Afrique, parlant d'une seule voix, ne peut pas, dans sa marche vers la sécurité alimentaire, ne saurait pas aller seule. C'est pour cela, depuis Maputo en 2003 jusqu'à Malabo en 2014, la Commission de l'Union africaine a toujours mobilisé tous les États membres des acteurs du secteur agroalimentaire et en premier lieu les organisations de producteurs, les institutions régionales et les institutions de coopération technique, dont la FAO, la Banque mondiale, la BAD, les FIDA, l'Union européenne, pour cette transformation révolutionnaire de notre agriculture. La coopération agricole et l'échange de best practices doivent être au centre des stratégies de développement intra-africain et le partenariat avec le grand bloc économique comme l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Chine et l'Inde. Ces partenariats stratégiques avec l'Union européenne devra permettre la mise en œuvre des recommandations de grande portée sur la manière de transformer les zones rurales en Afrique, dont les 4 actions prioritaires recommandées sont une stratégie de développement territorial pour la création de revenus et de l'emploi. 2. Gestion durable de terres et de ressources naturelles et action climatique. 3. Transformation durable de l'agriculture africaine et développement de l'industrie alimentaire africaine et de marché alimentaire. Il est à espérer que la mise en œuvre de résultats permettra de libérer les nouveaux financements en Afrique rurale. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, en conclusion, eu égard plutôt aux leçons apprises de la COVID-19 pour permettre l'accélération de notre marche collective vers la sécurité alimentaire, entre autres, réduire la grosse facture d'importation des denrées alimentaires, environ 100 milliards de dollars en 2025, mais surtout devenir un exportateur net des produits alimentaires pouvant accroître la valeur ajoutée sur nos produits agroalimentaires et favoriser l'intégration régionale. Il nous faut des politiques agricoles virées vers l'avenir. C'est ainsi que nous plaidons en faveur de nouvelles politiques agricoles assorties de la revitalisation des engagements de Maputo et de Malabo au regard de la lecture de faibles performances des dashboards sur la mise en œuvre du PDDA. Il va sans dire, à mon avis, qu'aussi longtemps que les États membres continueront à ne pas mettre en œuvre les engagements clés comme le deuxième de la déclaration de Malabo, renforcer le financement des investissements publics et privés dans l'agriculture, l'Afrique retardera sa marche vers la sécurité alimentaire, car il nous faut, comme le dit la déclaration de Malabo, et nous citons, respecter les engagements d'allouer au moins 10% des dépenses publiques à l'agriculture et d'en garantir l'efficacité et l'efficience. Créer un environnement politique et institutionnel ainsi que de systèmes d'appui appropriés ou améliorer ce qui existe pour promouvoir l'investissement privé dans l'agriculture, l'agrobusiness et l'agro-industrie en accordant la priorité aux investissements locaux, rendre rapide, opérationnel le Banque africaine d'investissement tel que prévu dans l'acte constitutif de l'Union africaine en vue de mobiliser et de décaisser des fonds d'investissement pour financer les projets prioritaires liés à l'agriculture. Donc, l'investissement est très, très important si nous voulons démarrer. Sur ce, je vous remercie. Thank you very much. Asante sana. Obrigada.
Shukran. Merci beaucoup, Madame Sako. On va rajouter peut-être l'arabe à la liste des langues que vous maîtrisez, on le voit à la clôture. En tout cas, merci pour ce tour d'horizon qui nous permet de voir ce que l'Union africaine fait. Mais bien sûr, comme vous le dites, l'Union africaine est un véhicule qui fédère, qui impulse, mais il y a un rôle extrêmement important des États. Et j'entends votre cri d'alerte pour dire qu'il faut que les États jouent leur rôle. Et les États aujourd'hui ne respectent pas toujours leur engagement, notamment les 7 engagements de Malabo sur lesquels vous insistez beaucoup, sur également les stratégies qui ont été mises en œuvre pour permettre cette coopération. Vous avez aussi beaucoup insisté sur à la fois l'harmonisation avec les communautés économiques régionales, c'est extrêmement important. Une politique continentale doit se faire en harmonie avec les communautés économiques régionales, mais aussi, je retiens un appel très important que vous avez fait pour la coopération et pour le partage des best practices. Je pense que c'est dans ce cadre-là que pour ce Africa Agri Forum, le Maroc a été désigné comme pays à l'honneur. Justement, je pense que c'est pour avoir cette vision de benchmark, de partage de best practices que le Maroc a été désigné pays à l'honneur. Et ça me donne l'occasion de me tourner vers Monsieur le ministre Aziz Akhannouch. Aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup sur le continent du plan Maroc vert, de toute la coopération que mène le Maroc avec le reste du continent et aujourd'hui de cette génération green. Donc, Monsieur le ministre, je vous donne la parole pour nous présenter ce que le Maroc a fait et qui fait qu'aujourd'hui, il est cité en exemple sur le continent et il fait aussi que beaucoup de pays s'en inspirent en termes de coopération. Donc, Monsieur le ministre, à vous la parole pour cette présentation de l'agriculture au Maroc. Merci, Monsieur Abdou Diop, merci. Madame la commissaire et chère amie Josepha Sako, Monsieur Gabriel, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et du Cameroun. Je ne sais pas, est-ce qu'il est avec nous, Monsieur Bienvé Moussavo, le ministre du Gabon. Chers participants, mesdames et messieurs, je suis ravi de prendre part aujourd'hui à cette première conférence de la 7e édition Africa Agri Forum organisée bien évidemment dans un contexte sanitaire mondial particulier. D'ailleurs, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement qui ont réussi à maintenir ce forum malgré la crise sanitaire. Cette édition est organisée sous le haut patronage de M. Joseph Dion, chef du gouvernement du Cameroun. Je tiens à exprimer mes vifs remerciements à Monsieur le chef du gouvernement du Cameroun. Je remercie également Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun, l'Union africaine et l'OCP Africa pour leur participation à la tenue de cet événement important pour l'agriculture de notre continent. Je profite également de l'occasion pour féliciter Madame Josepha Sako pour sa réélection en tant que commissaire de l'Union chargée de l'agriculture, développement rural, l'économie bleue et de l'environnement durable, et lui dire combien j'étais heureux et satisfait des résultats que vous avez obtenus. Cette première table ronde traite d'une thématique majeure pour le continent, à savoir la sécurité alimentaire. Car nous nous trouvons aujourd'hui dans un contexte de croissance de la population mondiale dont le plus haut taux serait affiché en Afrique. Nous faisons aussi face à un contexte d'intensification des changements climatiques affectant tous les pays et entraînant des dégâts majeurs au niveau de la production et de l'environnement. La sécurité alimentaire est malheureusement loin d'être acquise et constitue et continuera à constituer l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Nos systèmes alimentaires ont d'ailleurs été mis à rude épreuve avec la crise de Covid-19, suite notamment aux perturbations des chaînes d'approvisionnement locales, régionales et mondiales. Au Maroc, cette crise de Covid-2019 combinée à 2 années consécutives de sécheresse
a constitué un grand test de résilience auquel notre secteur a été confronté depuis des années. Aussi que de majeures restrictions imposées par la pandémie étaient à leur niveau maximum, notamment durant la période de confinement, et le Royaume quand même a pu assurer la poursuite des activités agricoles et agroalimentaires permettant aux travailleurs d'accéder aux champs, aux unités, approvisionner toutes les régions du pays avec des produits de bonne qualité et une offre diversifiée, et aussi continuer à assurer ses engagements en termes d'exportation alimentaire. Cette période difficile que nous avons réussi à gérer de manière maîtrisée et efficace a réconforté le Maroc dans ses choix stratégiques, ayant mis ces dernières années le secteur agricole au cœur du développement économique du pays. Mesdames et messieurs, de telles expériences nous prouvent encore une fois que la sécurité alimentaire ne peut être appréhendée de manière ponctuelle et qu'il ne peut être la résultante de changements profonds et ne peut être que la résultante de changements profonds et structurels du secteur agricole. Suivant les hautes orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le secteur agricole marocain s'est doté en 2008, à travers le plan Maroc Vert, d'une vision claire, intégrée, permettant la mise en œuvre des réformes structurelles et la mobilisation des moyens importants. Le plan Maroc Vert a fait de l'agriculture marocaine une priorité nationale et grâce à ces programmes ambitieux, il a contribué fortement à la sécurité alimentaire. Ce plan a placé l'investissement au centre de son équation. L'investissement public a connu une augmentation importante et a concerné principalement l'infrastructure productive. Également l'appui à l'agriculture solidaire et le développement des filières de production. Cela a permis de drainer plus d'investissements privés avec un effet de levier de 2,3 fois et ainsi de moderniser le secteur. Donc, en adoptant cette stratégie volontariste en matière de gestion aussi, d'utilisation, d'efficience des ressources hydriques, on a obtenu des résultats que je voudrais aussi partager avec vous. Ainsi, la surface équipée en irrigation localisée, c'est-à-dire grosso modo, là, on va le résumer, le goutte à goutte, a été multipliée par 4 dans le cadre du plan Maroc Vert pour atteindre 630 000 hectares, soit près de 40% de la surface agricole utile irriguée, un taux qui dépasse celui des pays comme l'Italie, 21%, ou l'Afrique du Sud, 22%, et proche de celui de l'Espagne, à 48%. La mise en œuvre de ces grands programmes structurants d'irrigation a permis non seulement de valoriser mieux le produit, mais également d'économiser à peu près 2 milliards de mètres cubes par an. Mais également, nous avons développé un concept de partenariat public-privé où nous avons fait des transferts d'eau de barrages vers des gens qui avaient besoin d'eau, mais également on travaille aujourd'hui sur l'ouverture d'une unité de dessalement qui est destinée pour l'agriculture dans la région de Chtouka et Tbar. Alors, le plan Maroc Vert a également opté pour une approche filière comme choix stratégique. Le résultat de tout cela, c'est que le PIB agricole a doublé en 10 ans et la structure de la valeur ajoutée agricole a été vraiment diversifiée. Cela nous a non seulement permis au secteur d'afficher une meilleure résilience, liée notamment à la réduction de la dépendance aux céréales, mais également d'atteindre des taux de couverture assez élevés, parmi les plus élevés de la région MENA. On fait à peu près 65% de la production des besoins de nos besoins de céréales, 47% pour le sucre, 99% pour le lait, les viandes rouges et les viandes blanches, et 100% pour les fruits et légumes, tout en notant un fort potentiel pour l'export pour cette dernière filière. Le secteur agricole marocain, est, à l'image de beaucoup de pays africains, est dominé par la petite agriculture. Ainsi, les 2 tiers des parcelles ont moins de 5 hectares. Ces exploitations représentent non seulement le principal relais de la dynamique rurale, mais jouent également un rôle important sur le plan de la sécurité alimentaire, puisque l'essentiel des volumes des productions vient
de cette catégorie. C'est pourquoi le plan a fait de l'inclusion et de la petite et moyenne agriculture une priorité, non seulement à travers une approche innovante et dédiée, qui est le pilier 2, mais également à travers l'ensemble des programmes qui sont l'irrigation, l'aménagement de l'espace agricole, le conseil, la santé animale et le fonds de développement agricole. Nous avons fait un reach élargi qui a touché à peu près plus de 2,7 millions de bénéficiaires tout le long de cette stratégie qui a duré 2 ans. Et bien évidemment, à la fin, nous sommes arrivés à créer, à mettre de la sécurité sanitaire le centre aussi de nos préoccupations avec la création de l'Office national de la sécurité sanitaire alimentaire des produits alimentaires qui joue un rôle important aujourd'hui pour la protection de notre agriculture. Alors, si on a fait des efforts importants pendant ces années grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi et donc de ces 10 années d'investissement très forts, mais le Maroc aussi, à travers le FAO, mais et aussi directement, a fait des efforts considérables. Et Madame la commissaire, on a eu le temps de discuter beaucoup, d'échanger avec elle sur la coopération Sud-Sud, puisque on a créé un fonds fiduciaire doté environ 1,2 million de dollars par des secteurs privés pour le renforcement des capacités, c'est-à-dire tous ces secteurs, ces chercheurs, ces ingénieurs qui veulent voyager à travers le monde et partager les expériences, on arrive à les financer. On a fait des échanges d'expériences et de savoir-faire directement en bilatéral avec les pays. On a construit à peu près 6 points de débarquement aménagés en Afrique pour la pêche à l'image des 42 villages de pêche que nous avons ici au Maroc. Et puis, sous l'égide de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, on a lancé l'initiative AAA, adaptation de l'agriculture africaine, visant à mettre l'adaptation de l'agriculture africaine au cœur des débats. Maintenant, 2020 est terminé et derrière nous, 2021, donc le Maroc a remis en scène une nouvelle stratégie qui a été lancée par Sa Majesté le Roi, qui s'appelle Génération Green 2020-2030. Elle a été lancée le 13 février 2020 dans la région d'Agadir. Et le premier fondement de cette stratégie, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, est celui de la priorité à l'élément humain. Le second fondement est celui de la pérennité du développement agricole, c'est-à-dire qu'on a fait énormément d'efforts sur la production, la productivité, l'amélioration de la production, satisfaire le marché national, c'est exporter, que cette dynamique doit demeurer pendant les années à venir parce que les besoins s'accroissent et il faut faire face aux demandes de marché, puis la classe moyenne est en train de se développer. Et puis, notre objectif, c'est encore une fois, entre 2020 et 2030, avec des objectifs chiffrés pour la production, pour la valorisation, c'est de doubler le PIB agricole à l'horizon 2030 par la productivité, par la transformation et par l'exportation. Aussi, un créneau que nous allons investir pendant les années à venir, sur lequel nous sommes en train de travailler sérieusement, c'est l'agriculture bio. Et puis, tout ce qui est, je dirais, Génération Green a mis sur ses lettres aussi les nouvelles chaînes de distribution modernes et efficientes, notamment les abattoirs et les marchés de gros, parce que nous voulons avoir 12 marchés de gros, un marché par région dans l'ensemble du territoire. À cela, la transformation, bien sûr, du digital et le déploiement de nouvelles technologies par rapport à cette jeunesse qui arrive sur le monde rural, et si on veut la capter, si on veut qu'elle la garder dans le milieu rural pour qu'elle ne parte pas en ville, c'est-à-dire qu'il faut lui parler son langage, il faut lui faciliter l'accès à l'information, et donc ça aussi c'est un chantier important. Donc je ne vais pas trop parler de ce que nous avons fait, mais c'est tout simplement pour partager cette expérience et de dire combien nous sommes très heureux à chaque fois de travailler avec Madame Josepha Lionel pour partager un petit peu les différentes expériences et avec les autres ministres des pays amis comme le Cameroun et
ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Arnouf, pour ce tour d'horizon extrêmement intéressant de ce qui est fait au Maroc et en coopération avec le continent, notamment ce plan Maroc vert et ce qu'il a donné comme résultat avec bien sûr une vue que vous nous avez donnée du niveau d'atteinte des objectifs qui est extrêmement intéressant et qui répond quelque part à la préoccupation de Mme Sako sur le respect des engagements des États. Et effectivement, sur le plan Maroc vert, on voit qu'en tout cas, les engagements qui ont été pris ont été respectés. Vous avez aussi parlé des différentes actions de coopération avec le continent et vous avez beaucoup insisté sur l'éducation, sur l'initiative Triple et les ponts de débarquement qui sont aujourd'hui visibles et très utiles dans les différents pays. Et aussi cette nouvelle ouverture 2020-2030 sur la génération green. J'ai retenu cette priorité sur l'humain sur laquelle je vais revenir tout à l'heure avec une question et la pérennité du développement agricole, l'ouverture aussi sur le bio et aussi vous avez beaucoup insisté sur le fait que la sécurité alimentaire, ce n'est pas une politique ponctuelle, c'est le résultat vraiment de changements structurels à long terme et je pense que c'est extrêmement important. On construit une sécurité alimentaire à travers une stratégie, à travers une vision à long terme et tout ceci dans le cadre d'une coopération et d'un partage d'expérience. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cet éclairage extrêmement intéressant. Tout à l'heure, vous avez, vous et Mme Sako, demandé, après le ministre Biendi Moussavou, malheureusement, M. Moussavou a une contrainte protocolaire, il pensait pouvoir se libérer, mais là, ça a débordé, donc je pense que finalement, il ne nous rejoindra plus, il s'est excusé. Donc, pour continuer dans cette dynamique de partage d'expérience et de revue des best practices, je vais donner la parole à M. Gabriel Bayrobé, qui est notre hôte aujourd'hui, notre hôte virtuel, notre hôte quand même. M. Bayrobé, vous avez en tout cas sur la partie Coton Sport de Garoua fait un champion qui a damé le pion aujourd'hui au Tonnerre de Yaoundé, à l'Union de Douala, etc., ces clubs que nous connaissions. Qu'en est-il de manière plus globale sur la partie agriculture et quelle est l'expérience du Cameroun que vous pouvez partager avec nous dans le cadre de ce panel et en particulier sur la sécurité alimentaire? Merci, M. Abdiou Diop, pour tous les mots élogieux à mon endroit. Je vois que vous êtes un observateur averti du football africain. Effectivement, je suis un fanatique aussi du football et merci pour tous ces mots élogieux. Excellence, Madame Josepha Léonard Sako, commissaire chargée de la culture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable de l'Union africaine. Merci encore, Madame, pour cette marque de sympathie. C'est dommage que vous ne soyez pas au Cameroun. C'était aussi mon vœu le plus cher de vous voir à Yaoundé pour vous faire partager les différents mets camerounais et vous faire surtout faire toucher du doigt l'hospitalité camerounaise. Mais ce sera que partie remise. Monsieur Aziz Akonanouk, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du développement rural, des eaux et forêts du Maroc. Excellence, Monsieur le Doyen, permettez-moi de vous appeler ainsi du fait de votre riche expérience dans le domaine et de tout ce que vous venez de nous faire partager. Vous êtes un exemple à suivre. J'espère avoir l'occasion de venir au Maroc voir tout ce que vous avez développé. Distingués invités, mesdames et messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour pour partager avec vous ma perception autour des défis de la sécurité alimentaire et des politiques agricoles à l'occasion de la première série de webconférences de haut niveau organisées sous forme de panel débat virtuel.
Je me réjouis d'autant plus que l'objectif retenu est d'entamer un débat prospectif sur les modèles de développement et les grandes orientations qui permettront à l'agriculture africaine d'accélérer son rythme de croissance et de devenir un réel créateur de richesses pour les économies africaines et de discuter par ailleurs de l'impact de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ECAF, sur l'économie agricole, l'importance de la coopération et l'échange d'expertise entre pays africains. Madame Sako venait de s'appesantir longuement dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais avant de libérer mon propos, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude de manière particulière à son Excellence Madame Josepha Sako pour son omniprésence sur tous les grands sujets qui concernent l'agriculture africaine et son engagement à faire de l'agriculture africaine un pilier de notre économie. Je voudrais aussi, à la suite des autres, me féliciter de l'organisation parfaite de cette vidéoconférence et surtout l'idée d'avoir maintenu cette vidéo malgré l'échec de la tenue de la conférence à Yaoundé. Le Cameroun, en ce qui nous concerne, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui anime la coordination du développement de l'agriculture au Cameroun, a participé, bien sûr, à Malabo en 2014 à la signature de l'engagement de l'Afrique. Et il le disait si bien que la vocation de notre agriculture, entendue au sens large, est en premier lieu de nourrir notre population ou en d'autres termes, assurer notre autosuffisance alimentaire. À cela, le chef de l'État, dans sa vision de faire du Cameroun un pays émergent en 2035, cette vision est celle d'un secteur rural important, moteur de l'économie nationale qui crée des emplois décents, des richesses pour la demande intérieure et pour exporter, qui assure la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de développement rural. Cette politique qui était d'abord adossée au document de stratégie de la croissance et de l'emploi qui est arrivé en son terme en 2020, aujourd'hui s'adosse sur une autre stratégie, un document qui s'appelle la stratégie nationale de développement 2020-2030. Et sur le plan agricole, nous avons mis en œuvre et adopté la stratégie de développement du secteur rural adossée au plan national d'investissement agricole. Ce plan comprend 4 axes importants, 4 axes de développement. Le premier domaine traite de l'accroissement durable des productions agro-silvopastorales et halieutiques et de la productivité des chaînes de valeur prioritaires avec un accent sur la production des céréales, du lait et de poissons. À ce sujet, au ministère de l'Agriculture, nous avons retenu un certain nombre de filières prioritaires qui sont le riz, le maïs, le sorgho, le manioc, la pomme de terre, et nous y avons ajouté aussi les agrumes, le maraîcher et les oléagineux. Donc, ce domaine permettra une intensification de bonnes pratiques relatives aux économies vertes et bleues. Le deuxième domaine d'investissement vise à l'amélioration de l'environnement infrastructurel collectif et l'accès aux facteurs de production et au marché. Ce domaine est organisé autour de 4 actions structurantes essentielles couvrant tous les secteurs. Tout à l'heure, Monsieur le ministre du Maroc parlait de 630 000 hectares de périmètre aménagé, hydro-agricole aménagé au Maroc. En ce qui concerne le Cameroun, selon le plan d'urgence triennal, nous avons l'objectif d'aménager 120 000 hectares et à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que 40 000 hectares sont déjà en cours d'aménagement. Il y a aussi une politique de désenclavement des bassins agricoles avec le ministère des Travaux publics
qui travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour établir une priorité des bassins de production et préparer des plans de désenclavement selon le budget de l'État. Le troisième domaine d'investissement a trait au renforcement de la résilience des systèmes de production, à la gestion durable des ressources naturelles et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables. Il est important de relever ici qu'au Cameroun, nous avons à peu près toute la partie septentrionale qui comprend 3 régions qui est régulièrement sujette à des sécheresses ou à des inondations. Donc, pour nous, il est important de maîtriser la gestion des ressources naturelles, à savoir faire en sorte que l'eau, au lieu que l'abondance d'eau ou la pénurie d'eau soit une menace, il faut faire de cela une opportunité par une bonne gestion et une bonne redistribution de l'eau. Et c'est à cela que je salue la politique du Maroc qui a permis même de faire des transferts de eau. Nous sommes effectivement en train de mettre en place une politique de gestion hydraulique pour pouvoir transformer cette menace en opportunité. Donc, il comprend 4 actions qui visent à améliorer la résilience globale du secteur rural dans un contexte de changement climatique et de chocs multiformes. Pour la résilience, nous travaillons avec les instituts de recherche pour mettre au point des semences résilientes. C'est vrai que notre pays n'a pas opté pour les organismes génétiquement modifiés, mais nous avons opté pour des semences composites à haut rendement, et c'est sur cela que nous travaillons avec les instituts de recherche, et nous essayons aussi de mettre en place un système de fermes irriguées. Le 4e domaine qui a pour objectif spécifique le renforcement de la gouvernance et du capital humain des acteurs du secteur rural. Il est transversal à l'ensemble de notre politique et organisé autour de 6 actions essentielles impliquant toutes les administrations sectorielles. À ce niveau, notre objectif, c'est d'attirer la jeunesse à l'agriculture. Attirer la jeunesse à travers la mise en place des programmes et projets. Nous avons d'ailleurs des projets spécifiques qui s'intéressent à des jeunes Bac+3 qui s'intéressent à l'agriculture. Nous leur octroyons des financements pour les attirer à l'agriculture. Nous avons aussi, sur ce domaine, mis en place un système qui permet d'attirer le privé. Nous essayons d'améliorer le cadre des affaires dans l'agriculture, non seulement en facilitant l'accès au foncier à travers un code rural, mais aussi en désenclavant et en construisant des infrastructures de production et des marchés de vivre. À ce sujet, le plan d'urgence triennal a construit 6 grands marchés à travers les 5 zones agroécologiques du Cameroun pour permettre non seulement aux producteurs d'avoir accès au marché, mais permettre à la population une bonne répartition de la production agricole. C'est vrai, cette politique est ambitieuse, mais elle ne se fait pas sans beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une importation massive du blé. Nous importons à peu près 800 000 tonnes de farine de blé chaque année. Ça déséquilibre notre balance commerciale. Nous importons à peu près 600 000 tonnes de riz chaque année. Ça déséquilibre notre balance commerciale. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, parce qu'à côté, nous avons des productions qui connaissent une explosion de productivité, à savoir le manioc, la banane plantain et la pomme de terre. Nous avons mis en place un système qui permet d'amener nos populations à changer un peu de système de nutrition, à changer un peu d'habitude alimentaire pour pouvoir, comme le dit notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. C'est un des objectifs que nous visons à travers cette réforme de l'agriculture camerounaise.
qui a été impulsé par le chef de l'État qui, au Cameroun, nous a engagés depuis 2018 à une révolution agricole. La révolution agricole ici nous interpelle donc à modifier notre système de production, à moderniser notre outil de production, à construire des magasins, à améliorer l'accès aux intrants agricoles tels que l'engrais et autres techniques culturelles, et aussi à mettre en place une politique nationale de mécanisation. C'est en gros ce que je peux vous dire de manière ramassée sur la politique agricole du Cameroun, qui est une politique large. J'ai parlé, si vous avez remarqué, j'ai parlé beaucoup plus de l'agriculture parce qu'au Cameroun, il y a un ministère de l'agriculture, un ministère de l'élevage. Bien que nous travaillons en synergie, je préfère parler de l'agriculture. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la présentation de cette stratégie de développement agricole du Cameroun. On a retenu beaucoup de choses qui sont aujourd'hui cruciales. Je ne vais pas les citer tous, mais un certain nombre d'éléments qui me tiennent à cœur que je vais citer en priorité. Le désenclavement des bassins de production, élément extrêmement important puisqu'on dit qu'une bonne partie de la production, et d'ailleurs c'est revenu beaucoup dans le chat, beaucoup de productions sont perdues au niveau des sites de production eux-mêmes, hein, donc ce qui est extrêmement important et qui interpelle les uns et les autres. Et je pense que dans mon deuxième tour de questions, je vais revenir là-dessus, mais vous avez beaucoup insisté que vous travaillez avec le ministère du désenclavement, ce qui est très important parce qu'effectivement, c'est bien de produire et d'investir dans la production, mais à un moment, il faut que cette production puisse arriver au marché et que ces harvest losses, comme on dit, soient diminués. Vous avez aussi parlé beaucoup de la gestion des ressources naturelles, donc en citant notamment l'exemple du Maroc sur la gestion de l'eau, ce qui est important également dans cette dynamique. Vous avez aussi parlé de la gouvernance et aussi du capital humain que vous considérez comme très important. C'est vrai que ce soit dans le chat, que ce soit dans les discussions, on voit que le sujet du capital humain est aussi un sujet très important. Et tout à l'heure, lorsque le ministre Zahanouch présentait la génération Green, il avait insisté sur la priorité de l'humain. Donc, dans ce deuxième tour, je vais commencer par Monsieur le ministre Zahanouch pour justement poser une question sur ce capital humain et pour répondre aussi aux questions qui sont dans le chat. L'élément humain est, comme vous l'avez dit, capital pour le développement de l'agriculture. Quelles sont aujourd'hui les mesures qui sont prises par le Royaume dans ce cadre, justement? Merci. Alors, effectivement, l'élément humain, il est très important pour le développement de l'agriculture pour nous, et on a fait un fondement dans la stratégie Green. Nous avons deux fondements. Un qui, en fait, défend l'activité, la production, les filières, mais l'autre, c'est les conditions. Ce sont l'élément humain qui est important. Alors, le premier point dans cette stratégie de priorité à l'élément humain consiste à améliorer les conditions de travail des agriculteurs. D'abord, il faut qu'on améliore leurs revenus et pour cela, il faut leur donner des assurances. Nous avons une assurance aujourd'hui qui couvre 1 million d'hectares. Nous voulons la faire passer à 2,5 millions pour que l'agriculteur ne soit pas victime des différentes incertitudes, justement, des transformations des conditions climatiques. Il y a un projet royal important pour l'ensemble des pays, mais qui touche principalement les agriculteurs, c'est la généralisation de la protection sociale avec leurs enfants et leurs familles. Si, avec bien sûr toute la partie du pilier 2, c'est-à-dire l'agriculture solidaire, faire
bouger les différentes agricultures que nous avons vers des agricultures à meilleure valeur ajoutée, par exemple l'arboriculture, ainsi de suite, qui apporte un peu plus de revenus pour les agriculteurs. Nous avons un objectif de permettre de 350 000 ménages à 400 000 ménages d'accéder à la classe moyenne. Nous avons déjà 690 000 ménages qui sont dans la variante du classe moyenne flottante. Et celle-là, il va falloir la stabiliser pour qu'elle demeure là. Mais également, l'objectif, c'est 350 à 400 000 ménages. Et puis, le deuxième point consiste à assurer la relève intragénérationnelle du secteur agricole. Nous avons beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et puis, nous avons aussi les agriculteurs qui deviennent de la moyenne d'âge et commencent à être avancés. Et donc, il faut assurer par une plateforme quelconque ce passage générationnel. Les jeunes qui arrivent, il faut leur trouver une offre. Une offre consiste en quoi? Des aides de l'État, des terres qu'ils peuvent utiliser, un financement approprié pour eux parce qu'ils sont au début de là, et l'accompagnement par le Conseil agricole. Moi, je pense que si et Sa Majesté avait ordonné de mettre 1 million d'hectares au profit de l'agriculture pour les grands, les moyens, les petits, mais surtout pour les jeunes et les ayants droit, parce qu'on a un caractère assez particulier des terres agricoles au Maroc. Donc, ces ayants droit, pour qu'on puisse leur donner la possibilité d'investir sur des terres qu'ils occupent aujourd'hui. Et cela a un objectif à l'horizon de 2030 de créer 350 000 emplois. Donc, voilà un peu les éléments humains qui sont très importants. La jeunesse, assurer le passage entre générations, les couvertures sociales, diminuer l'incertitude des revenus et augmenter, pérenniser les revenus. Donc, c'est un programme assez costaud qui va durer sur 2 ans. J'espère que les conditions climatiques, surtout ça, les conditions climatiques permettront sa réussite à l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la présentation de cette dynamique de développement du capital humain dans le secteur. On voit que c'est extrêmement cohérent et qu'on touche les différents piliers. J'aime beaucoup cette notion de relève intergénérationnelle parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier alors qu'aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Madame Josepha Sarko parlait tout à l'heure des 2,5 milliards d'habitants de l'Afrique en 2050 avec la moitié de jeunes. Et souvent, ces jeunes vont vers les villes, vont vers l'immigration et on a tendance à avoir justement une perte de capacité dans les zones rurales. Et donc, cette connexion pour assurer la relève intergénérationnelle avec un plan clair et effectivement, quand vous dites qu'il y a des aides de l'État, il y a l'aspect terre, parce qu'il faut que les terres soient disponibles, l'aspect financement et l'aspect accompagnement donc technique du Conseil agricole. On voit que c'est un programme très cohérent. Et avec derrière l'assurance et la protection sociale, en tout cas, je pense que c'est quelque chose de très intéressant et qui peut servir, tout à l'heure, Madame Sarko parlait des best practices, qui peut servir en tout cas de modèle très probablement pour beaucoup de pays africains en termes de benchmark et d'échange. Donc, on a parlé du capital humain. Madame Sarko, je voudrais vous faire réagir dans cette dynamique sur ce qui a été dit, à la fois sur ce côté capital humain très intéressant que vient de développer Monsieur le ministre Rinouche, mais également sur le sujet des infrastructures de désenclavement, parce que c'est vrai que c'est une problématique qui n'est pas uniquement une problématique camerounaise, qui est une problématique qui est propre à beaucoup de régions du continent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est engagé dans ce cadre-là? Et je pense que ça va être une problématique encore plus importante dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Merci beaucoup. Concernant la question des infrastructures, c'est vrai que l'Union africaine a un département d'infrastructures,
notre département sert des infrastructures. Nous-mêmes, au niveau du département, nous avons aussi le programme sur le développement rural. Comme vous avez vu que même le nouveau nom de la réforme de ce département aujourd'hui, c'est le plus économie rurale, mais développement rural. Parce que sans les infrastructures, nous ne pouvons rien faire. Et je vis quelques commentaires dans les chats parlant de problèmes de gaspillage post-récolte. Donc, nous devons vraiment créer les infrastructures, même les dépôts, hein, au niveau de plantation, pour que les paysans puissent quand même conserver leur production pour ne pas avoir le post-harvest loss, comme on dit, la perte après récolte. C'est très important. Les infrastructures sont très importantes. L'accès à l'eau, l'accès aux bonnes routes, l'accès à l'électricité. Nous avons un programme au niveau du département des infrastructures de l'Union africaine qui est l'électrification rurale. Et nous sommes en train de travailler sur ça avec nos États membres pour que nous puissions quand même amener toutes ces infrastructures. Et aujourd'hui, nous parlons de la révolution digitale numérique. Si nous voulons avoir accès à la révolution, à l'innovation numérique, nous devons vraiment prioriser, c'est vrai, prioriser l'investissement dans les infrastructures. Nous avons, avec l'Union européenne, conclu ce qu'on appelle Rural Economy et Rural Africa. Nous avons déjà ces projets. Nous avons lancé ça lors de à la marge du Conseil exécutif de la FAO en 2019 et entre le ministre de l'Union européenne et dans le cadre de notre partenariat Union européenne et Union africaine, nous avons validé ce rapport de task force. Il est très, très riche. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour mobiliser les fonds et vraiment faire, comment dirais-je, faire l'opérationnalisation de ce rapport qui a été conçu par les experts africains et les experts européens. Il y a une approche territoriale pour générer, comment on appelle, de l'emploi et réduire la pauvreté dans le milieu rural. Et c'est vraiment très important que nous commençons à mobiliser le fonds pour pouvoir mettre en œuvre le rapport que nous avons fait. C'est un rapport qui est survenu des recommandations de nos chefs d'État quand on a eu le sommet Union européenne, Union africaine à Abidjan. Donc, on travaille sur ça. On est vraiment préoccupé que nous devons moderniser l'agriculture et la modernisation de l'agriculture, c'est un écosystème. Quand on parle de la terre, on parle d'accès à l'irrigation. Donc, on doit vraiment mobiliser les investissements. Le public doit faire son travail et le privé aussi doit faire son travail. Donc, vraiment, nous comptons vraiment beaucoup avec l'appui aussi de ce genre de forum, des informations, ce qu'on est en train de faire. Donc, l'Afrique est en plein mouvement pour la transformation de notre agriculture dans notre continent. Nous sommes vraiment conscients de ça et avec la ZLECA, ça nous motive davantage pour créer vraiment les infrastructures appropriées, maritimes, comme nous avons aussi l'économie bleue. On est en train de voir parce que nous savons que, par exemple, les transports maritimes est très important pour faire le commerce intra-africain à travers le bateau et tout ça. Là, donc, nous sommes en train de nous organiser d'exploiter cette économie bleue pour pouvoir vraiment servir le continent comme il faut et faire vraiment le vrai commerce intra-africain et l'intégration régionale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Sako. Une dernière question et je vais interpeller les deux ministres puisque c'est eux qui représentent les gouvernements, je dirais. Selon vous, quel serait le rôle que les gouvernements doivent jouer dans l'assurance de la sécurité alimentaire aujourd'hui? Donc, je commencerai par M. Bayrobé et ensuite M. Arhanouch. Bien, écoutez, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural au Cameroun, son rôle principal,
c'est la conception des stratégies et des modalités pour garantir la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire, ainsi que le suivi et leur mise en œuvre. Donc, ayant dit cela, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural doit chaque année, selon notre programme, nous faisons chaque année une analyse de la situation de la sécurité alimentaire au Cameroun. Nous le faisons, la première analyse se fait courant mars. Nous allons d'ailleurs faire une déclaration dans quelques jours de l'analyse que nous avons faite. C'est la première analyse que nous faisons en prenant en compte l'impact du Covid. Et la deuxième analyse se fait en octobre. L'analyse de l'an dernier a montré qu'au Cameroun, nous avons à peu près 16% des ménages qui souffrent d'insécurité alimentaire, donc 3,9 millions de personnes, dont 211 000 personnes en situation grave. Nous n'avons pas trouvé des régions en situation de famine ou en situation de catastrophe. Mais il faut remarquer que nous avons quand même 211 000 personnes qui interpellent la couverture de l'État, parce que ce sont des personnes qui peuvent basculer à tout moment en situation de famine ou de catastrophe. Lorsque nous avons fait cette analyse, nous essayons d'observer les moyens d'existence des populations. Et sur ce plan, nous avons découpé le pays en 13 zones qui sont reparties selon les moyens d'existence. Ça peut être la cueillette, ça peut être la pêche, ça peut être la chasse, ça peut être des cultures. Nous avons des zones qui vivent du mil, du sorgho, d'autres du maïs, du riz, d'autres des tubercules. Et autour de villes, nous avons, depuis la survenue du Covid, nous essayons autour des grandes villes de mettre en place des ceintures agricoles pour ne pas interrompre la chaîne d'approvisionnement. C'est un système qui permet non seulement d'équilibrer l'alimentation nutritionnelle des populations, mais aussi de créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Nous avons trouvé un engouement autour de ces emplois, de ces ceintures agricoles que nous créons. Le véritable challenge auquel nous nous confrontons, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que la production agricole camerounaise permet de couvrir entre 60 à 70% de nos besoins nationaux. Malheureusement, il y a des zones de concentration de production qui ne sont pas désenclavées et nous assistons dans certaines zones de pertes post-récolte qui peuvent s'évaluer jusqu'à 30 à 40%. C'est un challenge que nous devons résoudre en répartissant le surplus de production pour nourrir les autres populations. Nous sommes heureux aujourd'hui de la collaboration que nous entraînons avec le système des Nations Unies, à savoir la FAO et le PAM, qui nous permettent, parce que vous savez, depuis pratiquement 4 ans, le Cameroun vit avec des zones d'insécurité et des pressions, soit des déplacés internes, soit des réfugiés. Nous sommes victimes du problème qui se passe en Centrafrique, qui crée des zones, une surpopulation dans les régions de l'Est et de l'Adamawa. Nous sommes victimes du phénomène de Boko Haram dans l'extrême nord, qui crée des déplacés. Et nous avons aussi la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest qui ont porté un coût important à l'agriculture, parce qu'il faut reconnaître que le sud-ouest et le nord-ouest représentent à peu près 45% de notre agriculture, tout confondu. Donc, à partir du moment où les populations ne peuvent plus vaquer normalement à leurs activités, ça nous crée des problèmes d'assurance de sécurité alimentaire. Mais Dieu merci, jusqu'à l'heure actuelle,
sous l'impulsion du chef de l'État, qui a mis en place un fonds national de solidarité qui permet non seulement de créer des niches de production dans ces zones sous pression, mais aussi de développer des cultures à cycle court pour compenser le déficit alimentaire et développer aussi les cultures de grande consommation que sont le riz et le maïs. Donc, je crois qu'il appartient à l'État de mettre en place des politiques qui permettent de subventionner les principaux intrants agricoles afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une responsabilité de l'État, étant donné que la sécurité alimentaire et nutritionnelle va de pair avec la sécurité du pays en général. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette présentation du rôle que vous jouez, votre ministère et l'État, pour assurer la sécurité alimentaire. Vous l'avez dit à la fin, et je pense que c'est vrai que c'est un sujet qui est très lié, cette sécurité alimentaire, et aussi en lien direct avec la sécurité du pays. Et moi, je pense que dans le contexte régional, c'est quelque chose qui fait extrêmement écho. Monsieur le ministre Aziz Akhannouch, votre point de vue sur le sujet. Bien évidemment, l'agriculture est quelque chose aujourd'hui très important pour les gouvernements et pour les pays. Chaque pays a sa politique agricole, a sa stratégie, a sa vision. Mais je pense que le plus important, c'est que le leadership est important dans cette histoire pour la réalisation. C'est-à-dire que si l'agriculture est vraiment au plus haut sommet de l'État, on s'intéresse et on veut mettre de l'agriculture au centre de l'économie, au centre du social, au centre du développement du pays, on arrive à trouver les moyens, à trouver les budgets, à trouver les hommes et les femmes capables d'exécuter cette vision, ces stratégies. Et franchement, moi, je le dis, le Maroc, si nous avons avancé, je dirais peut-être pas réussi sur tout, mais en tout cas, on a bien avancé sur le plan Maroc vert et aujourd'hui, on a une bonne visibilité sur la génération green, c'est parce qu'il y a un fort leadership de Sa Majesté qui a réintroduit l'agriculture au centre des intérêts économiques et sociaux. L'agriculture n'est pas seulement un budget social auquel on va distribuer de l'argent par-ci, par-là. Non, l'agriculture peut être au centre de l'équation du développement économique, de la croissance du pays, du développement rural, beaucoup d'effets par rapport à tout cela. Deuxième chose, moi je pense qu'il est important de concilier entre, souvent dans la plupart des pays, on a deux agricultures, c'est-à-dire à des vitesses différentes. Il y a les moyens et les grands qui sont généralement des filières à haute valeur ajoutée et qui exportent. Ceux-là n'ont pas besoin, à part peut-être pour les infrastructures, les grandes infrastructures d'exportation, n'ont pas besoin beaucoup de soutien de l'État. Mais ils sont très importants pour la sécurité d'approvisionnement du pays, parce que c'est eux qui vont apporter la grande partie des besoins du pays. Parce que nous, les responsables des administrations de l'agriculture, nous avons cette responsabilité également de nourrir les consommateurs. Et donc, il faut leur trouver les meilleurs produits de bonne qualité à bon prix. Et si vous n'avez pas ces opérateurs, c'est toujours difficile de trouver l'équilibre. Mais je disais qu'il faut une bonne répartition et un bon équilibre entre ce segment et le segment le plus dominant, où il y a la masse, qui sont les petits agriculteurs, l'agriculture familiale, l'agriculture solidaire, pour lequel il faut faire des projets, il faut faire des développements spécifiques à ce type d'agriculture qui a besoin de plus d'aide, besoin de plus de subventions, besoin de plus de modélisation, besoin de plus d'accompagnement pour trouver des marchés à l'intérieur du pays ou à l'extérieur.
Et donc, trouver cet équilibre est un gage de la réussite de l'agriculture dans un pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je pense que les exemples que vous citez et que vous avez montrés tout au long de ce panel démontrent bien qu'on n'est pas uniquement dans des discours. L'agriculture est vraiment au centre de manière pratique. Et ça, c'est très important. Et comme vous l'avez dit, tout de suite, l'agriculture est au centre de l'équation du développement économique. Et je pense que c'est un vrai changement de paradigme sur le continent. Et je vois dans le chat, beaucoup disent qu'il faut aller au-delà des discours. Je pense que les exemples qu'on a montrés démontrent que sur le terrain, on va au-delà des discours et qu'il y a la mise en place pratique. Et qu'effectivement, cette vision accompagnée d'un leadership fort permet de faire beaucoup de choses, au-delà uniquement des chiffres qui sont liés à des montants mis dans le budget ou des chiffres qui sont annoncés par-ci et par-là. Le plus important, c'est l'action sur le terrain. Peut-être, Madame Josepha Sako, un mot justement pour aller dans la conclusion de ce panel. Merci beaucoup, M. Diop, mon cher frère. Je crois que le débat était vraiment très, très, très riche et nous avons eu des informations. On a eu la possibilité de partager un peu l'expérience du Grand Maroc. Nous savons que le Maroc, c'est vraiment un pays agricole. J'ai été là plusieurs fois et je vis comment est-ce que le Maroc est en train de vraiment transformer son agriculture, son autosuffisance alimentaire. Et je crois que ce sont des exemples comme ça que nous devons suivre. Quand nous regardons vraiment l'Afrique subsaharienne, nous sommes en retard, surtout là, cette partie de l'Afrique centrale, nous devons vraiment accélérer parce que nous avons tous les avantages comparatifs par rapport au terroir du Maroc, mais les choses n'ont pas l'air d'avancer. Donc, nous devons vraiment prioriser l'agriculture, avoir un bon leadership, travailler ensemble. Et l'Union africaine est là pour accompagner ses États membres, pour qu'on puisse travailler tous ensemble avec nos partenaires privilégiés, stratégiques comme la FAO, les FIDA, le PAM. Nous devons tous travailler ensemble parce que nous avons les instruments, nous avons les stratégies. Maintenant, la mise en œuvre, c'est là où ça pose problème. Donc, nous devons commencer à regarder nos tiroirs et enlever toutes ces stratégies. Nous avons la stratégie sur l'agribusiness Apex, pour la jeunesse, pour pouvoir motiver la jeunesse dans le secteur agricole. Comment est-ce que nous pouvons matérialiser cette stratégie et donner l'opportunité à notre jeunesse, donner l'opportunité à nourrir nos populations, parce que c'est notre devoir. Nous devons nourrir la population et nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Quand on regarde l'Asie, la révolution de l'Asie, la transformation de continent asiatique, c'est vraiment formidable. Je crois qu'il est le temps, la COVID-19 nous a enseigné de ne pas compter sur les autres, de ne pas compter sur les institutions financières comme la Banque mondiale et tout. Nous devons compter sur nos propres capacités pour démarrer la transformation de cet important secteur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Sako. Je pense que ce qu'il faudrait qu'on retienne de toutes ces discussions, c'est beaucoup de choses importantes. D'abord, que l'agriculture est vraiment au cœur du développement économique du continent, au-delà des différents pays, mais réellement du continent. Que, bien sûr, ce développement économique passe par assurer derrière une certaine sécurité alimentaire. C'est une question de sécurité, pour paraphraser Son Excellence Bayrobé. Également, autre chose extrêmement importante que Madame Sako l'a dit, il y a beaucoup de pays qui ont pris des engagements, mais qui malheureusement ne respectent pas toujours ces engagements. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a des pays modèles qui peuvent partager les best practices. Donc aujourd'hui, on a des vitesses variables et que dans ce cadre-là, il faudrait peut-être que, comme c'est fait au Maroc dans le cadre de la coopération, que les pays qui peut-être sont en avance sur un certain nombre de points puissent partager ces best practices avec d'autres pays du continent. On a beaucoup parlé aussi de l'importance du capital humain
le capital humain est au cœur, surtout dans un contexte d'une Afrique qui se développe, mais dans le cadre d'un développement où cette Afrique a une croissance démographique extrêmement importante. Plus de 2,5 milliards à horizon 2050. Ces 2,5 milliards, il faut leur trouver de l'emploi. Si on ne leur trouve pas de l'emploi, bien sûr, c'est destination immigration ou destination autre. Et donc, c'est une problématique de sécurité. Et que trouver cet emploi passe aussi par ce renouvellement intergénérationnel, cette relève intergénérationnelle qu'on doit assurer, tel que l'a dit M. le ministre Akhanouch, parce qu'effectivement, cette croissance démographique a tendance à aller vers une zone urbaine et à délaisser le monde agricole. Or, aujourd'hui, il faut donner à ces jeunes les moyens de retourner à l'agriculture et justement d'être une force pour développer cette agriculture. À côté du capital humain, le développement des infrastructures est extrêmement important, aussi pour désenclaver, pour qu'on n'ait plus ces harvest losses, parce que c'est important d'avoir des produits qui peuvent accéder au marché et qui peuvent être transportés, des semences qui peuvent accéder au bassin de production. Et là aussi, la coopération entre les différents ministères et l'action du gouvernement est essentielle. Et la cohérence globale de tout ça devrait se faire dans un cadre à la fois local, régional et continental, avec une mise en harmonie entre les politiques locales, les développements dans les communautés économiques régionales et les stratégies qui sont édictées au sein de l'Union africaine. Donc voilà un peu ce que je voulais retenir de cette belle table ronde. En tout cas, je vous remercie à vous tous. J'ai eu le plaisir de beaucoup apprendre parce que, encore une fois, je suis face à des personnes de référence dans le domaine et dans le secteur, comme l'a dit M. Bayrobé, le doyen Akhanouch, même s'il est encore très jeune, Madame Sako, qui aussi préside aux destinées de l'agriculture en tant que commissaire sur le continent, et M. Bayrobé, notre hôte, qui, au niveau de l'Afrique centrale, avec une région qui n'est pas simple, est en train de développer la stratégie agricole de la région. Sur ce, je donne la main à Khadija pour la fin et la clôture de ce beau panel. Merci à vous. Et j'ai essayé tout au long de répondre aux différentes questions qui étaient posées dans le chat. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel. Merci Abdo pour ta brillante modération. Je remercie encore une fois son Excellence Madame Josepha Sako, son Excellence Monsieur Aziz Akhanouch, ainsi que son Excellence Monsieur Gabriel Bayrobé d'avoir répondu présent et d'avoir partagé avec nous vos visions. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième édition de cette série de webconférences Africa Agri Forum Live la semaine prochaine, le 14 avril. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que l'édition présentielle de l'Africa Agri Forum se tiendra cet été à Yaoundé et au nom du gouvernement camerounais, je me permets d'inviter son Excellence M. Akhanouch à être parmi nous pour représenter le Maroc, qui est le pays invité d'honneur de cette 7e édition. Merci à vous tous. Merci tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très bientôt au Cameroun. Rendez-vous au Cameroun. Monsieur le ministre. Absolument, absolument. J'y serai, Inch'Allah. OK. Inch'Allah. Merci, mes amitiés, madame. Mes amitiés, au revoir. Au revoir. Au revoir.